Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est une petite interview avec Antoine que j'ai le plaisir d'interviewer pour une seconde fois, donc merci d'avoir accepté. Je t'en prie, bonjour à tous. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bilan d'expatriation. Ça fait 12 ans maintenant que tu as quitté la France, tu es passé par 3 destinations qui sont vraiment très convoitées. D'abord Costa Rica, ensuite Thaïlande et puis enfin Panama. Et à chaque fois, ce qui va être intéressant, c'est de voir pourquoi tu as décidé d'y aller et surtout pourquoi tu en es parti. Ah, la police. La police à chaque fois, oui. C'est ça le truc. L'idée, c'est à chaque fois de voir un petit peu ton expérience sur place et de comparer un petit peu ces 3 destinations qui sont 3 destinations, encore une fois, que beaucoup de gens choisissent tout simplement. C'est dans le top 10 pour la plupart. Donc, je vais d'abord te laisser par te présenter un petit peu pour planter le décor, qui tu es, d'où tu viens, aller un petit peu sur ton parcours jusqu'à ta première expatriation. Bon, bonjour à tous. Je suis parti en expatriation, j'avais déjà plus de 40 ans. J'ai fait toute ma carrière chez Auchan, comme on dit. J'ai fait 10 ans chez Auchan, j'étais chef de rayon. Okay. Je te raconter rapidement chez Auchan. À un moment, j'ai eu 30 ans chez Auchan. Okay. Et moi, je suis né en janvier, donc c'est la période des inventaires. Et à 30 ans, j'étais en train de compter, je sais pas quoi. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, ta vie peut pas être ça. À 30 ans. Tu faisais l'inventaire, donc c'est le moment où en fait il faut passer toutes les références avec ouais, tu comptes tout, tu attends que les listings ils sortent, tu passes la nuit dans le magasin, donc c'est chiant. J'ai dit putain, j'ai 30 ans, je devrais être à Ibiza en train de faire la fête, fêter mes 30 ans, tu vois, et j'étais dans la grande distribution. 6 mois plus tard, donc ça c'était janvier, en juillet, j'ai pris mon vélo et j'ai parti en Australie. 1 an de balade Australie, Nouvelle-Zélande, etc., etc. L'envie de bouger, j'ai toujours eu ça. Je me suis jamais vraiment établi. J'étais sur Nantes à l'époque avec ma copine et on se séparait avec ma copine. Et dans la demi-heure, j'ai su que je quittais la France. Je savais pas pour où, mais je savais que je quittais la France. Là, tu avais quel âge à peu près? J'ai quitté la grande distribution à 36-37 et j'ai quitté la France à 40 à peu près. Ok. Voilà. Et donc ton premier grand voyage, c'était le vélo là justement, vers 30-31 ans ou pas? Ou ouais, tu avais fait déjà plein de voyages avant? Ouais, j'avais pas mal bougé, mais pas aussi long. Pas aussi long, parce que ce trip en vélo, il t'a bien marqué, je crois. Ouais, mais en fait, t'as un sentiment de liberté. Et t'avais fait combien de temps? 6 mois, 6 mois de vélo. 6 mois, c'est ça. J'ai fait Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Ok, 6 mois en vélo. super cool. Et du coup, donc tu as continué quand même encore un peu à travailler ouais, en fait, si tu veux trop marre. Ouais, en fait. Ça a duré quand même pas mal, hein. Parce que si t'en avais déjà marre à 30 ans, t'es resté quand même. Ouais, c'est ça qui s'est passé en fait. Tu rentres dans ton schéma habituel, mais t'es plus à l'aise. Finalement, bon, j'ai rencontré une fille qui habitait pas dans ma ville et j'ai découvert l'informatique. J'en avais parlé déjà dans la dernière vidéo, mais voilà, donc j'ai acheté un PC parce que mes potes ils gagnaient de l'argent en bourse. C'est la bulle Internet. La bulle Internet, moi je suis rentré sur le marché 15 jours avant l'éclatement de la bulle. Et du coup, bon, j'ai tout perdu et puis je me suis retrouvé avec un PC sur les bras. Et là, j'ai commencé à connaître l'affiliation. Et là, tu travaillais encore chez Auchan? Ouais, je travaillais encore chez Auchan. Donc tu as fait les deux un peu en même temps? Ouais, en même temps. Quand tu as monté ton business? Ouais, je suis un mec très organisé, si tu veux, donc j'arrivais à faire très peu d'heures chez Auchan, ce qui est quand même rare pour de la grande distribution. Et je passais des heures et des heures sur le PC, quoi. Okay. Et donc, du coup, j'ai découvert l'affiliation, je me suis mis là-dessus. Et puis, j'ai négocié mon départ avec Auchan. J'ai touché le chômage pendant 2 ans. Donc, du coup, pendant 2 ans, j'ai monté mon business Internet. Donc, tu es resté en France pour monter ton business? Ouais, tout à fait. Et j'étais micro-entrepreneur à l'époque, je crois que ça s'appelait. Pendant 2 ans. J'ai fait ça. Et la première année, j'ai pas payé de taxes, d'impôts, parce que je suis nul dans les taxes et les impôts, je suis une merde, moi. Et puis la deuxième année, bon, ça a commencé à tomber, quoi. Et puis mon comptable, il me disait, il faut que vous créez des frais, il faut que vous créez des frais et tout ça. J'ai dit, mais moi, j'ai pas de frais, je travaille le cul sur ma chaise depuis chez moi, quoi, si tu veux. Et je me suis dit, c'est pas possible, je voulais embarquer ma copine avec moi. Elle a pas voulu partir, elle était avocate, tout ça. Du coup, bon, ça s'est un peu distendu entre nous. Et puis finalement, on s'est séparés. Et à ce moment-là, je me suis parti, quoi. T'as quel âge au moment où tu pars, exact? 41. 41, ok. Ouais, 41. Comment tu as fait ton choix de première expatriation? Pourquoi le Costa Rica? L'aspect financier me concernait absolument pas. En fait, l'expatriation, tu l'as si tu as déjà un peu un esprit de liberté. Et moi, si tu veux, j'avais un sac à dos. Donc je me suis dit, je vais essayer un pays, je ne savais pas lequel encore. Mais je me suis dit, si jamais ça ne marche pas, je vais dans un autre, quoi. Ouais. Je m'en fous, je travaille sur ordinateur. C'est ça la liberté, quoi. Et tu avais déjà un petit revenu ou c'était quoi à peu près tes revenus à ce moment-là? Je gagnais dans les 4 à 5 000 euros par mois. Ok, ouais. Donc c'était déjà confortable. Ouais, c'était confortable. Tu pouvais partir tranquillement. Ouais. Et pendant 2 ans, j'avais... En fait, à l'époque, au chômage, tu pouvais dire je crée ma boîte, en gros. Oui, je sais ça. Et bon, après, ça a un peu changé. Hein. Sur la fin, ils commençaient à me poser des questions. Heureusement, c'était la fin. Donc, j'ai quand même touché mon chômage pendant 2 ans. Et ça a permis de monter ma boîte. Donc, pendant 2 ans, j'étais déclaré en France. Et après, je me suis barré. Ok. Comment tu as choisi Costa Rica? Pourquoi? Alors, c'est grâce ou à cause de Charles de Ripper. En fait, je voulais partir en Amérique latine, parce que moi, je suis d'origine espagnole. Et je parle couramment espagnol. Du coup, je cherchais un pays qui était assez safe. Pour mon premier expat tout seul, je devais partir tout seul. Ben, j'ai traîné sur des forums, des choses comme ça. Je sais pas comment. Je suis tombé sur un vieux forum pourri qui était quasiment... il n'y avait plus personne dessus. Il y avait un post d'un mec. Charles. C'était Charles. Et donc, du coup, je l'ai envoyé pour qu'il me dise un peu comment c'était le Costa Rica et tout ça. Et donc, il m'a répondu. Il était déjà là-bas? Ouais, il était là-bas avec son épouse okay. À l'époque. Et du coup, on s'est échangé un Skype pendant 1 heure et demie une fois. Et j'ai dit, bon, allez, let's go.
allons-y quoi. Juste pour mettre un tout petit peu de contexte, si on se connaît tous les deux, c'est également grâce à Charles. Et on se connaît maintenant depuis à peu près 5 ans. On est arrivé en même temps à Panama. On a déjà fait pas mal de voyages, d'expériences, etc. On a été où? On a été à Bocas, on a été à Medellín, on a été à Buenos Aires. Buenos Aires. Voilà, on a fait pas mal de choses. Donc même si ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, on a quand même déjà pas mal de souvenirs et on se considère déjà comme des bons amis. Enfin, je pense, moi de mon côté en tout cas. Oui, bien sûr. Ouais. Il est payé pour cette prestation. Ok, donc Charles nous avait mis en contact et c'est Charles aussi qui a influencé donc, ton départ là-bas. Ouais, et donc si tu veux, je peux te parler du Costa Rica. Donc le Costa Rica, c'est sympa, mais je ne conseillerais pas le Costa Rica à un jeune, quoi. Tu vois, moi j'avais 40 ans à l'époque, j'étais pas jeune. Costa Rica, je le considérais plutôt comme un pays de fin de vie, quoi. Tu vois, plus de retraités. Ouais, plus de retraités. Ouais, c'est le profil d'ailleurs. Ouais, San José, c'est horrible comme capitale, si tu veux. Après, il faut aller sur les côtes. Là, c'est sympa. Moi, j'ai appris à surfer, une grillade de poissons sur la plage, tout, c'est sympa. Mais si t'as pas ta femme, tes enfants et tout ça, c'est un peu seul, quoi. Parce que dans le village où j'étais, on était 500 personnes, quoi, si tu veux. Ouais. Mais c'est relax, c'est bien pour faire le point sur ta vie, etc. Mais bon, ça manque un peu de sel, quoi. Ouais, ça limite vite, quoi. Ouais, ça limite vite. Donc, alors, si t'es avec ta femme, tes enfants et tout ça, c'est royal. Ça quoi. peut aller, ouais. C'est royal. Voilà. Et donc ça a duré 2 ans seulement. Ouais, 2 ans. Donc voilà, ce que tu as trouvé là-bas, c'est de la nature, c'était beau, tu as appris à faire du surf, mais tu t'es vite ennuyé et c'est pour ça que tu as voulu changer de pays. Ouais, et donc du coup, j'avais rencontré Charles. Donc il habitait d'un côté de Costa Rica. Ouais, il habitait d'un côté de Costa Rica. Moi de l'autre, il y avait à peu près 4 heures de bagnole entre nous. Ok, donc vous ne voyiez pas tout le temps. Non, on se voyait pas. De temps en temps, on se voyait, mais on se retrouvait à San José pour des trucs administratifs. Et du coup, Charles me dit un jour, viens faire un tour en Thaïlande, quoi. J'ai dit, tu sais, moi, l'Asie, ça me branche pas des masses et tout ça. Et il me dit, putain, on s'en fout, fais un tour, quoi. Et voilà, donc je suis allé à Bangkok. Donc là, on parle de quelle année à peu près? 2013. Ok. 2013. Finalement, je suis jamais retourné au Costa Rica. Ok. Ah, t'as pris un billet simple Ouais, je suis revenu en France, voir ma famille et tout ça, et puis je retournais en Thaïlande. Je suis pas retourné au Costa Rica. Ok. Et parce qu'à cette époque-là, pour que les gens comprennent bien, tu voyageais avec un sac à dos. Enfin, t'avais pas grand-chose, quoi. Et même là encore, ta vie tient dans 2 valises, je crois, maintenant. Ouais, même pas, enfin un peu plus, parce que j'ai une table et un bureau. Écrans, ouais. Mais c'est ça la liberté, si tu veux. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est pas avoir grand-chose. Parce que ce que tu détiens te détient. Exactement, te possède. Ouais. Ok, donc du coup, tu arrives en Thaïlande, alors là, changement de décor total. Ouais, là j'étais. C'est le feu. Ouais, j'étais Brad Pitt. Non, j'étais George Clooney parce que j'étais déjà un peu âgé, j'étais George Clooney. Okay. Donc la Thaïlande, ouais, c'est sympa. Et je conseille à tous les gens, tous les mecs en tout cas, de le faire, quoi. Ouais, donc qu'est-ce que tu trouves en tant que personne de 43 ans là-bas? C'est quoi la vie un petit peu? Où est-ce que tu t'installes? Alors on a fait Bangkok, on est resté qu'à Bangkok. Ben, Bangkok, c'est à peu près 12 millions d'habitants. Ça change des 500 habitants dans un petit village. Ouais, du Costa Rica, donc j'avais envie que ça bouge, que ça pulse et tout. Donc la Thaïlande, je conseille à tout le monde, c'est super sympa. Les filles sont super agréables, les gens sont très doux, très gentils. Si tu restes dans les milieux un peu touristiques, quoi. Nourriture. Ouais, la bouffe est extraordinaire, c'est pas cher du tout. Ça augmente beaucoup dernièrement. Hein. Ouais. Ouais, bah là ça fait 5 ans que t'es parti et là dernièrement vraiment ouais, ça a augmenté partout. Hein. Ouais. En France c'est pareil, ici c'est pareil. Ouais, mais là-bas c'est vraiment marqué parce que c'était justement vraiment cheap et maintenant ça commence à bien grimper. À l'époque tu pouvais manger dans la rue pour 1 ou 2 euros, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'était très agréable. Les soirées, enfin Bangkok c'était une capitale, donc si tu veux, t'avais du luxe. On habitait dans un truc un peu comme ça avec vue sur un gros lac qu'il y avait en face de chez nous, si tu veux. Vous aviez un gros penthouse, il me semble, avec Charles, c'est ça? Ouais, on partageait un penthouse, il faisait 450 mètres carrés, je crois. Plutôt pas mal. Ouais, il y a des fois on se voyait pas, quoi, si tu veux. Oui, c'est ça que tu m'avais raconté pendant plusieurs jours, parfois. Bien non, on se croisait pas, on se croisait à la cuisine parce qu'elle allait chercher une bouteille d'eau ou une bouteille de rouge, et puis voilà, quoi. On se croisait pas, quoi. Et vous étiez dans un quartier sympa, il me semble. Ouais, Sukhumvit. Ouais, c'est très sympa. Donc tu avais plein d'activités nocturnes, tu avais plein de restos, des sky bars, et puis plein de filles. Enfin, c'était. Pour un mec de célibataire, enfin, il faut le faire, c'est vraiment sympa, quoi. Okay. C'est le feu, comment on dit. Alors que niveau filles, justement, Costa Rica. Costa Rica, dans un village de 500 personnes, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Et niveau nourriture, d'ailleurs, puisque là, tu as dit la nourriture sympa en Thaïlande. Non, en Costa Rica, Amérique latine, la bouffe, c'est pas. Faut pas venir pour la bouffe ici, quoi. Okay. Non, faut pas venir pour la bouffe ici. Ok. Globalement, l'expérience Thaïlande très très bonne. Ouais, très sympa. Le feu, tout. Tu des paysages fantastiques, des plages. Parce qu'en fait, on va parler cash. Quand tu vas en Thaïlande, tu es célibataire, tu as une activité sexuelle super forte, si tu veux. Et donc, c'est très agréable. D'accord ? Moi, je suis allé, j'avais 42, 43. Donc, pendant 2-3 ans, c'était sympa. Au bout d'un moment, ça te remplit plus, quoi. Donc, si tu as 25 ans, enfin, tu y vas, quoi. Tu poses pas de questions, c'est l'extase. Mais à partir d'un certain âge, tu commences à te poser des questions, la libido baisse, le sexe n'est pas aussi important dans ta vie, tu as envie d'autre chose, tu as envie de contacts plus profonds. En Thaïlande, c'est très superficiel, les contacts. C'est vraiment superficiel. Les relations sont très basées sur l'argent, sur l'aide et tout. Donc les gens gagnent très très peu.
Donc du coup, en tant qu'expat, tu es toujours une target, tu es toujours un wallet, quoi, un portefeuille. Donc en fait, tu ne trouves pas de relation profonde avec les gens. Voilà. C'est très, très difficile d'avoir des relations profondes avec les gens. Il y a peut-être aussi la barrière de la langue, parce que toi, comme tu le dis, tu es bilingue espagnol, donc ici, tu peux avoir une relation à 100% comme un Français aurait avec une francophone. Là-bas, vous parlez l'anglais, j'imagine, c'est ça, votre langue intermédiaire, et chacun a un vocabulaire limité, donc la profondeur des relations est également limitée. Tout à fait. Tu n'arrives pas à vraiment échanger, c'est vraiment superficiel, mais c'est un côté ludique, si tu veux. C'est naïf, un peu. Ouais, c'est bon enfant, mais c'est génial, je veux dire, tu passes des moments exceptionnels. Moi, ça me remplissait plus, quoi, si tu veux. Et donc, au bout de 5 ans, on a quitté Bangkok, quoi. Charles aussi également, d'ailleurs. En même temps, vous avez eu le même, c'est la même raison, je sais pas. Ouais, à peu près. Et donc, vous décidez Panama, le pays voisin du Costa Rica. Ouais, alors je voudrais rajouter un truc, si tu veux, c'est quand tu dis en France, je pars vivre au Costa Rica, c'est fantastique. Organico, écolo, tout ça c'est génial. Bobo et tout ça. Quoi. Et en fait, le Costa Rica était pendant de nombreuses années un endroit de pédophilie monstrueuse, de prostitution infantile. Quoi. Donc, très très forte. Et ils ont limité ça il y a à peu près une quinzaine d'années. Quoi. Après, je suis allé en Thaïlande. Donc en Thaïlande, c'est sale, tu vas faire d'amour avec des enfants, tu vois. Et là, à Panama, tu vas cacher ton argent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les trois pays ont une fiscalité extraterritoriale. Quoi, si tu veux. Et donc le principal attrait de ces pays-là, quand tu commences à avoir un peu d'argent, c'est que tu payes plus d'impôts. C'est ça le truc. Mais les gens, ils ont des idées préconçues. Et en fait, les 3 pays te permettent de ne pas payer de taxes. Quoi. Donc, et dans les 3 pays, tu as de la prostitution. Et dans les 3 pays, tu as de la prostitution. Mais l'image qu'ont les gens de l'extérieur. L'endoctrinement qu'ils ont. Donc Costa Rica, ça va, mais le reste, un peu moins, c'est ça? Costa Rica, c'est bien. Tu es un mec qui aime la nature, etc. Quoi. Et en fait, les paysages au Panama sont très similaires de ce qu'il y a. C'est le pays voisin. C'est exactement pareil. Sauf qu'un pays, c'est le mettre en avant et pas l'autre. Ouais, c'est vrai que touristiquement, le Costa Rica, c'est bien mieux débrouillé. Du coup, transition à Panama. Tu arrives à Panama il y a 5 ans, en même temps que moi. Ouais, exact. Et on se rencontre assez rapidement en plus, je crois. Et pourquoi vous aviez choisi Panama d'ailleurs? Encore une fois, Charles qui avait choisi ou... En fait, on voulait se barrer de Thaïlande. Et moi, j'avais envie de retourner en Amérique du Sud. Bon, là, je suis revenu, j'avais 48. J'avais vraiment envie d'un truc peinard, quoi. Voilà. Et donc, le Panama propose sécurité. En termes de mouvement d'argent, c'est fantastique. On n'est pas embêté ici, vraiment pas embêté. On est vraiment accueillis. Tu sens vraiment que t'es pas un étranger, quoi. C'est un des rares pays où je me sens à la maison. Quand tu rentres de l'aéroport, tu sais, quand tu as voyagé et que t'es un peu... Je sais pas si tu l'as, cette image où tu es sur la... Comment elle s'appelle, la route là que tu as devant chez toi d'ailleurs? El Corredor. Ouais. Quand tu es là-dessus, au-dessus de la mer, si c'est un peu, il est 18h et tout, enfin, moi je me dis, waouh, je rentre à la maison. Ouais, exactement. Je rentre à la maison. C'est rare d'avoir ce sentiment. Sur le Panama et le Costa Rica, j'avais ce sentiment-là, si tu veux. Tu avais aussi au Costa Rica? Ouais. En Thaïlande, ils te disent le pays du sourire, mais ça a beaucoup changé, quoi. Donc c'est beaucoup plus mercantile aujourd'hui. Beaucoup de touristes de masse, ça détruit... ça détruit. La pureté en fait du truc. Hein, et ça. Ici, c'est pas du tout le même tourisme, si tu veux. Il n'y a pas de tourisme ici, donc, ou très très peu. Ouais, c'est des gens qui viennent s'expatrier, qui ont fait leur carrière, qui ont de l'argent, et donc si tu veux, les gens que tu rencontres ici, c'est pas les gens que tu rencontres à Bangkok, quoi. Non, c'est des profils déjà qui ont déjà fait leur argent, c'est un peu plus sous les radars d'ailleurs, à part le Panama Paper qui a un peu vraiment détruit la réputation ici et qui a mis Panama sur une carte, on va dire, mais sinon c'est quand même assez sous les radars des gens qui cherchent pas à être exubérants. Enfin, c'est pas des gens sont très très riches ici. Il y a des très grosses familles, des gens qui sont très successful. Il n'y a pas énormément de Lamborghini, de trucs comme ça dans la rue. Non. C'est un pays où tu viens te cacher, on va dire entre guillemets. Ouais, cacher sans le mot cacher au sens péjoratif, cacher, être tranquille, qu'on te foute la paix. Et moi, c'est vraiment un truc qui est très important avec moi ici, que j'ai trouvé, c'est ce côté où on te fout la paix. Tout simplement, il y a pas. De toute façon, il n'y a même pas de service postal, donc tu peux pas recevoir une lettre. Ouais, exact. Enfin, si qui t'envoie une lettre, c'est l'électricité, mais ils te la mettent sous la porte, mais t'as pas un postier. Ils sont en train de le développer, il me semble, mais sinon, il n'y a pas vraiment de service postal à proprement parler. Donc déjà, on t'emmène pas avec du courrier. T'as pas vraiment d'interaction avec l'État. Non. À part au moment où tu fais tes papiers pour devenir résident, mais après on te fout la paix, il n'y a pas de renouvellement, tu es résident permanent, habitant. Pendant 10 ans, tout à fait. Ça c'est très très agréable par rapport à beaucoup de pays où justement tu es toujours un peu sous le truc des visas, des trucs. D'ailleurs on n'en a pas parlé, qu'est-ce que tu avais fait au Costa Rica, qu'est-ce que tu as fait en Thaïlande et qu'est-ce que tu as fait ici en termes de visa pour avoir un droit de rester? Alors Costa Rica, j'ai pas fait grand chose, je sortais tous les 3 mois, donc j'étais venu une fois ici à Panama justement. Tous les 3 mois il fallait sortir, donc une fois run, ils appellent ça un petit peu, donc tu sors. Tu peux le faire pendant quelques années, donc c'est ce que j'ai fait, donc je suis rentré, je suis venu voir mon père en France, des choses comme ça. En Thaïlande, première année, j'étais étudiant. Ok. Ouais, ils ont ce système où tu peux prendre des cours, il me semble. Pendant 1 an, donc tu vas avec un visa touriste. Et après, quand tu es là sur place, tu vas t'inscrire à une école. Et là, tu développes un visa étudiant.
Ok. Voilà. Et donc, tu as vraiment des cours pour apprendre le thaï, quoi, mais c'est vraiment compliqué le thaï. C'est un alphabet de 40 lettres, je sais pas si tu sais, il y a 6 tons différents de voix. Les mots sont très peu coupés, quoi. Donc, tu vois, les Thaïlandais, quand ils lisent avec le doigt pour couper par eux-mêmes les mots, quoi. Donc, c'est très compliqué. Donc, du coup, j'ai eu visa étudiant pendant 1 an. J'ai fait une classe de thaï. Et après, j'ai enclenché le visa élite, ce qu'ils appellent élite, que tu achètes, en fait. Et tu l'achètes 15 000 $, je crois. Mémoire. Et ça dure 5 ans. 5 ans. Donc Ouais, pendant 5 ans, tu es tranquille. Donc en fait, si tu veux, tu payes pas d'impôts, mais du coup, tu files du pognon à l'État. Et c'est correct, quoi. Voilà, tu files 3 000 $ par an pour pouvoir rester dans le pays. C'est correct. C'est pas du tout. Moi, je n'estimais pas que c'était du vol, qu'ils en profitaient. Maintenant, ça doit être dans les 20 000 $. Mais voilà, ouais, après, tu pouvais en prendre un qui durait 20 ans. Ok. Et qui coûtait, je sais plus coûter, mais il coûtait bonbon celui-là. Je ne suis pas allé chercher. Puis je savais au fond de moi que je n'allais pas rester en Thaïlande. Voilà. Ah, tu le savais déjà en arrivant, ouais, c'était une expérience, un passage. Ouais. Et ça peut être aussi ça, l'expatriation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on en parle un petit peu comme un choix de pays, mais c'est pas un choix de pays ad vitam aeternam, ça peut être aussi un passage dans sa vie. Exactement. Si tu veux, quand j'étais en Thaïlande, quand je suis arrivé, c'était fantastique, si tu veux. Au fil des mois et des années qui ont passé, je sentais que j'étais pas à ma place, que c'était pas l'endroit où je voulais être. Et donc, du coup, voilà, ça a fait ça. Et là, maintenant, ici, sur Panama, c'est carte de résident. Permanent, grâce à la création d'une société à la base. Je sais plus ce que tu avais fait ou promesse d'embauche. À l'époque, c'était un peu plus simple que c'était maintenant. Avec 5 000 $, tu pouvais ouvrir. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais il y a encore des solutions. Ok, donc ça, c'est pour la résidence. Panama, qu'est-ce que tu as trouvé ici? Qu'est-ce qui te plaît? Comme je te dis, je voulais du calme. Moi, j'étais à Bangkok, dans une rue très animée, on va dire. Donc, du coup, ici, je cherchais du calme. Donc, maintenant, j'habite en face de la baie. J'entends les vagues tous les jours. La marée, je la vois. Un hamac où il fait sa sieste. J'ai un hamac sur mon balcon où je fais ma sieste. Je travaille très dur. Où je travaille dur. Voilà, j'aime bien cette tranquillité. La sécurité ici, c'est peinard aussi. Tu peux te balader la nuit. Il n'y a pas de problème selon les quartiers où tu te balades, comme dans toutes les grandes villes. Si tu veux manger dans des bons restos, tu peux en avoir. Il y a du très bon niveau en restaurant. Ouais, si tu veux faire du surf, tu as 2 heures de Panama, tu as du surf. Si tu veux aller te balader dans la montagne, tu peux aller. Tu as tout dans un tout petit pays. Voilà, c'est ça. Donc c'est très agréable. Tu as abordé un point tout de suite que j'avais oublié de mettre dans mes questions, sécurité. Comment tu compares un peu les 3 destinations? Si tu restes dans les endroits où l'État favorise le tourisme, tu n'as aucun souci. Quoi. Ouais, voilà. Dans les 3. Dans les 3. Mais allez, si tu sors un petit peu des sentiers battus, qu'est-ce qui est le plus dangereux des 3? L'Amérique latine est plus violente que l'Asie, je trouve. Ok, ouais. Ok, quand même. Ouais. Okay. Intéressant. Et en sachant que Panama et Costa Rica sont très touristiques, donc c'est super protégé. Très, très protégé. Après, si tu vas dans des pays... Dès que tu descends un petit peu, Colombie, Venezuela, ça commence à être... Ouais, bien sûr. Ouais. Ça se sent, dans la rue, c'est plus électrique. Il y a beaucoup plus de misère aussi. Ouais, donc moi, c'est la première fois où je voyais des gens, quand on a été à Medellín, des gens qui shootent en pleine rue à la piqûre. Putain, en plein après-midi, ouais, non, j'avais jamais vu ça. Et pourtant, je vis ici et ça n'existait pas ici. Et après, peut-être que ça existe, hein, mais dans des quartiers un peu loin. Même le quartier Casco Viejo qui est. Ouais, Casco Viejo, pour que les gens comprennent, c'est une des vieilles villes de Panama, un petit peu le vieux Panama. Ça ressemble un petit peu coloré un peu à la Cuba, mais en petit, en miniature, on va dire. Et en fait, c'est un quartier qui a été en gros subventionné pour qu'il se développe parce que c'était avant un ghetto, quoi, carrément, alors que c'est très joli. Mais ça a été un ghetto, donc du coup, il y a eu des incentives. Les restaurants n'avaient pas de taxes, des choses comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le quartier n'est pas encore nettoyé. Ça fait quoi, 15-20 ans qu'ils sont en train de faire ça. Rémi, quand il est arrivé, c'était une vingtaine d'années, il avait acheté là-bas. Très bonne opération immobilière, des baraques. Toujours. Ouais, Rémi, c'est un ami à nous qui est toujours dans les bons coups. Je crois qu'il avait acheté les maisons 15-25 000 $ et les avait revendus 500 000 à 1 million. Un tueur, comme d'habitude. Et bref, donc c'est en train de se nettoyer petit à petit. Mais si vous voulez, il y a des endroits où c'est Disneyland, nickel, impeccable, restaurant branché, etc. Et de toute façon, vous le savez que vous allez rentrer dans une zone dangereuse parce qu'il y a des militaires et souvent, s'ils vous voient avec des têtes d'étrangers, ils vont vous dire n'allez pas par là. Et en fait, la population change. Ouais, la population, les bâtiments, tout change. Là, ça peut craindre un peu. Après, moi, j'ai jamais rien vu de bizarre dans ces endroits-là, mais parce que je suis pas allé en pleine nuit, etc. Je suis allé qu'en journée. Enfin voilà. Non, mais c'est toujours pareil. Si tu es prudent, il t'arrive rien. Quoi. Enfin, ouais. Globalement, ici, je me sens très 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 bien. Ce qu'il y a de bien aussi sur Panama, c'est la qualité des gens que tu rencontres. Ouais. Voilà. Donc toi, comme moi, par exemple. Mais on s'est fait des vrais bons amis, je trouve. Ouais, ici. Des vrais bons amis. Ouais, en Thaïlande, c'est très superficiel, c'est plutôt du backpacking. Et les gens, parce que l'expatriation, faut comprendre qu'il y a des gens qui s'expatrient, ils vont ouvrir un resto, par exemple.
Tu vois, ils vont ouvrir un bien comme ça. Mais en fait, ils sont en train de transposer leur vie un peu d'esclaves, on va dire. Française d'esclaves, ouais. Ils essaient de la transposer ailleurs. Ouais. Ailleurs. Et donc finalement, ils ont toujours des contraintes avec les États parce qu'ils sont vraiment connectés avec eux. Ouais. Il faut qu'ils payent des taxes, des choses comme ça. Notre profil, il faut que les gens le comprennent bien. Nous, on fait du business web, on fait aucun business dans le pays. Donc on n'est absolument pas en relation avec le pays. Mais c'est vrai que tous ces Français qui vont créer leur boulangerie, leur resto, etc., ils re-rentrent dans un nouveau truc parce que c'est quand même administratif. Bon, c'est sûrement pas aussi lourd administrativement. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça doit pas être mal. Hein. Non, c'est administrativement. Donc ils se remettent le même doigt dans la même connerie. En gros. Ouais, et donc ici, tu as beaucoup de gens qui ont fait, qui ont fait de l'argent, ils ont 45, 50 ans, ils ont fait beaucoup d'argent en Europe ou aux États-Unis et tout ça, et puis ils viennent ici se poser tranquillou, finir tranquillement la vie sans être emmerdé, quoi. Parce que quand tu es riche, tu peux être emmerdé dans certains pays par la jalousie des gens, et puis ici, c'est tout à fait normal, quoi. Et donc du coup, tu rencontres ce genre de gens, et puis à 40 ans, 50 ans, tu continues à apprendre des choses, à t'ouvrir sur des choses, et c'est fabuleux, quoi. Ouais, moi je te rejoins là-dessus, j'ai rencontré des profils vraiment extraordinaires, ça m'a fait beaucoup avancer. Merci. Il y a aussi un truc qui est intéressant, je sais pas comment c'était en Thaïlande, mais moi je vais comparer avec Dubaï, beaucoup moins de turnover. Beaucoup moins de gens qui sont de passage pour 1 ou 2 ans, etc. Je trouve qu'ici, les gens, c'est plus stable. En fait, les gens, ils arrivent ici. Moi, j'ai connu pas mal de jeunes qui travaillent sur le web et tout ça. Beaucoup repartent. Parce qu'ils sont un peu chiés. Et c'est vrai que moi, mes amis, personne ne me connaît vraiment dans ma vie privée, dans les vidéos, mais pour que les gens situent un petit peu, j'ai pas d'amis en dessous de 40 ans, quoi. Enfin, tous mes amis ont entre 40 et 60 ans. Donc c'est vrai que moi, le profil de personnes avec qui je discute et avec qui j'ai des relations sont des gens qui restent, en fait. Et peut-être que dans la tranche d'âge plus jeune. Ouais, les jeunes, ils s'emmerdent un peu quand même. À Panama ? Ouais, un peu. Ok. Un peu quand même. Donc ils repartent, soit ils vont en Colombie, soit ils vont en Asie, des choses comme ça, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment un pays, pas pour un début d'expat, parce que la vie est chère sur Panama quand même. Donc il faut quand même venir avec un certain niveau financier, quoi. C'est vrai. Une certaine aisance. Et donc du coup, c'est pas vraiment un pays où tu peux y aller comme en Thaïlande, où tu t'en sors avec $2000 par mois. Tu pourrais t'en sortir, mais tu n'aurais pas le même train de vie, le même niveau de vie que tu aurais en Thaïlande. Ouais, mais si tu sors de Panama City, c'est un peu la dèche. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas ce que ça donne, les petits trucs comme Bokete et tout ça, si c'est pas trop cher. Mais t'es dans les montagnes, encore une fois, si t'as 25 ans, c'est pas drôle. Bah non. C'est bien pour un week-end. Ouais. Et puis, il n'y a pas la densité de population, quoi, si tu veux. Donc on s'ennuie vite. En termes de coût de vie, ici, c'est vrai que pour vivre correctement, il faudrait plutôt être dans les 3-4 000 $ par mois de dépenses pour être tranquille, pour avoir un joli loyer dans un bel endroit avec une belle vue, un bon confort de vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent Amérique, bon là c'est Amérique centrale, mais Amérique latine de manière générale, c'est pas cher. Et en fait, Panama, justement, c'est le contre-exemple parce que c'est la ville la plus chère de cette zone. Et ça rivalise même avec des villes américaines en termes de... Moi, je trouvais que le Costa Rica était, à l'époque, c'était il y a déjà 10 ans, mais c'était plus cher qu'ici. Plus cher qu'ici. Ouais, le Costa Rica, ils appellent ça la Suisse. Ouais, parce que ça doit être plein de trucs importés, ils doivent rien produire. Ouais, les loyers, c'était la folie. Ils te font vivre dans une cabane en bois, il y a des moustiques, une table, quoi, si tu veux, et ils sont payés $100 la nuit ou $150 la nuit. Ouais, quoi. ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, surtout quand on revient d'Asie. Moi, ça a été mon cas quand je suis arrivé ici pour m'installer. Je revenais d'un trip en Asie, donc j'avais fait Cambodge, j'avais fait Thaïlande, etc. Et j'arrive ici, le rapport qualité-prix, il n'est pas très bon. Il est franchement pas bon. Il n'y a pas de rapport qualité-prix. Et puis en plus, c'est... Tu as ça ou ça. Voilà, et où ils s'en foutent. On va pas essayer de te rattraper sur le prix quand quelque chose est cher ou quoi. Enfin, c'est que ça. Et ça, c'est un peu le problème. Mais après, ce que j'ai découvert ici, c'est que quand tu te crées ton cocon, t'es vraiment bien. En fait, t'es dans ta bulle, t'es super bien. Mais c'est sûr que quand tu arrives, surtout si tu arrives, moi, mes expatriations passées, c'était au Maroc, tu vois, et puis avant un petit road trip en Asie. Quand tu arrives du Maroc ou d'Asie et que tu arrives ici, t'as pas l'impression d'en avoir pour ton argent au départ et tout. Non. Et puis en fait, après, tu comprends que si, quand tu te crées ta bulle, on te fout la paix et ça a un prix et ça le vaut en fait. Moi je le trouve, mon rapport qualité-prix, mais il faut se le construire. Ton style de vie n'est pas lié qu'à des choses matérielles, quoi. C'est aussi des choses immatérielles, de sécurité, de facilité, de tranquillité. Ça fait partie d'un tout. Tu veux bouger, c'est un hub, Panama City, tu peux bouger de partout. Donc c'est quand même plaisant, quoi. Par contre, si tu aimes l'esthétisme et des choses comme ça, quand tu reviens d'Asie, tu as des endroits qui sont fabuleux, avec du bois, des décorations, tout ça. Ici, ils n'ont pas cette fibre artistique. Ils n'ont pas encore ce truc, pas du tout. Tu survis sans ça, quoi. Voilà, tu survis même. Si c'est pas super beau, tu survis, quoi. Encore une fois, tu peux te le créer, quand même. Ouais, bien sûr. Donc là, maintenant, tu arrives aux 5 ans d'expatriation à Panama. La dernière fois que tu es arrivé à 5 ans dans un pays, c'était en Thaïlande. Et tu es parti. C'est quoi le programme à partir de maintenant? Comment tu vois le futur? Est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes? Est-ce que tu as un petit peu la bougeotte? Il y a des pays qui te donnent envie? Ouais, en fait, si tu veux, moi, avant qu'arrive le Covid, si tu veux, que je suis arrivé ici mi-2018, je me suis remis à bosser parce que sur la Thaïlande, j'avais un peu lâché.
suis mis un peu d'équerre sur mon taf. Et en 2019, j'ai pris 6 mois et je suis parti Japon, Corée, tout ça. Donc mon objectif, c'était chaque année de partir 5-6 mois dans un autre pays, faire 2-3 pays à la fois, quoi. Okay. Après d'arriver le Stupide 19, du coup ça a un peu cassé un peu tout ça. Et donc là, ça fait 5 ans et j'ai envie de rebouger un peu. Okay. Voilà, j'ai envie de rebouger un peu. Donc faire 3 mois, donc je pense que je vais aller au Chili pendant 6 mois et l'Argentine. Et là, ça ne sera pas pour t'installer, non? C'est pas pour m'installer, okay, mais si tu veux aller dans un pays, tu veux t'expatrier dans un pays, pour moi, il faut y passer au moins 2-3 mois. Quoi. Ouais. Et à 2-3 endroits différents pour voir si ça te plaît vraiment. Quoi. Donc limite, là, de ce que j'entends, tu es quand même dans le process de peut-être rechercher une option de plus. Je pense que Panama restera toujours ma base, parce que fiscalement, c'est super. Pour bouger ton argent, c'est super. La tranquillité de vie, elle est là. Donc pour moi, Panama, ça me va très bien comme base. Quoi. Après, sur les 12 mois de l'année, je vais peut-être bouger 3 mois là, 3 mois là. Okay. Mais je pense que Panama va rester ma base, ouais, tout à fait. Chili, Argentine qui t'intéresse. D'ailleurs, on a fait une interview il n'y a pas longtemps, si vous ne l'avez pas vue, sur l'Argentine. Il faut la voir parce qu'elle est terrible. Je ne parle pas beaucoup dans celle-là, mais elle est terrible. Là, je lui ai laissé beaucoup plus la parole, hein, pour une fois. Bah, les gens sont pleins, ce qui est normal quand même. Tu invites quelqu'un, tu ne laisses pas parler, c'est pas terrible. C'est vrai, mais j'étais extrêmement animé par le sujet, chouette, par l'investissement là-bas, etc. Donc comme j'étais à fond dedans, c'est vrai que j'ai un peu monopolisé l'antenne. Non, mais c'est pas grave. Les gens sont endormis, c'est tout. Et du coup, peut-être Chili, Argentine et Venezuela. Venezuela, où tu as commencé à faire des investissements. Ouais, j'ai commencé à faire des investissements. Là, je suis sur un plan Paraguay. Okay. Pour de l'agriculture. Ok, ouais, intéressant. Je n'avais pas encore parlé. Non. Mais c'est pas fait encore, donc je t'en parlerai si à chaque fois, il me fait le coup. Ah, j'ai un rendement à 20%. Là, et il me dit qu'après. Non. Ouais, ça, c'est des projets à court terme, voilà, okay. dans les 2 ans. Ta vie actuellement, en termes de business, comment tu gères ton train de vie? Comment tu gères En fait, moi, j'ai commencé dans l'affiliation. C'est comme ça que j'ai gagné très bien ma vie, dans l'affiliation. Tu as fait ta fortune, on peut le dire, sur l'affiliation? Ouais, tout à fait. Ça, c'est un business que tu tiens depuis... Je l'ai commencé il y a 20 ans, quoi. Il y a quasi 20 ans, donc 20 ans d'affiliation. Ouais, 20 ans d'affiliation, il n'y avait pas WordPress, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc c'était à la mano, quoi. L'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement. Tu es apporteur d'affaires. En France, on dit apporteur d'affaires. C'est-à-dire que tu as un produit à vendre, moi j'amène des clients. Tu fais un site sur un produit, c'est ça? Ouais, tu as différentes manières de le faire, mais moi je travaillais essentiellement, je faisais des guides sur des produits. Okay. Donc dans mon guide, je parlais bien de celui-là, moins bien de celui-là. Enfin, je faisais un truc assez propre. J'ai toujours fait des trucs propres. Éthique? Ouais, éthique. C'est pour ça que je serais multimillionnaire, si tu veux, si j'avais pas été éthique. Hein. Mais aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait. Et donc tu dis, celui-là il est bien, donc les gens cliquent avec tu as un tracking dans le lien qui clique, et là l'annonceur il sait que c'est moi qui l'ai envoyé. Et donc il te rémunère. Tu touches une commission. Ouais, tu touches une commission. Voilà. Ok, donc ça a été ton business model et c'est comme ça que tu as fait ta petite fortune. Ouais. Donc ça c'est ton matelas de sécurité. En revenu actuellement, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je viens d'une famille ouvrier, tu vois, et donc du coup l'argent fait pas de l'argent. Et donc moi j'ai toujours pensé qu'il fallait travailler, tu vois, et donc je passais 15 heures par jour, mais je me régalais, quoi, c'était super. Enfin, c'était une course-poursuite entre Google et moi, si tu veux, donc c'était rigolo, quoi. Mais bon, ça m'a fatigué avec le temps, ça m'a fatigué. Et du coup, quand je suis arrivé à Panama, je me suis dit, il faut que mon argent travaille pour moi. Parce que jusqu'à présent, tu avais amassé de l'argent. Ouais. Il n'y avait pas de taux d'intérêt à l'époque. Et tu n'étais pas dans des pays où il y avait des comptes à terme comme il Non, mais il n'y en avait ici. pas à l'époque, parce que le taux d'intérêt était à 0, quoi, partout dans le monde. Donc il n'y avait pas de rémunération de l'argent possible. Moi, je le laissais sur mon compte courant, je m'en foutais, quoi. L'argent ne devait pas ramener de l'argent, donc. Et donc, du coup, ça a fait un travail sur moi-même. J'ai dû faire un peu inconsciemment, mais je me suis dit, il faut que mon argent travaille, parce que je n'ai pas commencé à bosser comme ça toute ma vie, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des investissements, je me suis remis à la bourse, j'avais pris une gifle, je me suis dit, je reviendrai à la bourse de manière sérieuse. Voilà, donc j'ai fait des investissements en bourse, j'ai un portefeuille chez eBay assez costaud, j'ai des investissements un peu à droite à gauche, là je suis en train de chercher un truc pour faire de l'agriculture, donc je suis toujours ouvert à faire des choses comme ça. Sur la chaîne Esprit Argent, je partage une des stratégies que j'ai qui s'appelle DiversiBoost. Voilà. Expliquer en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un truc très facile, c'est du momentum. Tu cherches du momentum et tous les mois, tu as un ETF à acheter ou pas. Voilà. Okay. Donc si tu veux, je cherche vraiment le côté rat qui court dans son truc. Tu peux l'avoir pour peu d'argent ou tu peux l'avoir pour beaucoup d'argent. Donc quand tu fais pour beaucoup d'argent, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, tu en as marre dans la roue. Donc du coup, je cherche à faire le moins d'activités qui me plaisent pas et de faire le plus d'activités qui me plaisent. Donc maintenant, tu essaies de rendre le plus passif possible tes rentrées d'argent et de moins en moins, tu vas travailler sur l'affiliation. Ouais, complètement. Mais si tu veux, quand tu as investi en bourse sur des actions, il faut quand même les surveiller. Voilà, donc je suis quand même un petit travail. Ouais, non, je suis actif là-dessus.
siestes sur le hamac. Entre deux siestes sur le hamac, mais j'aime ça, si tu veux. Refaire de l'affiliation aujourd'hui, faire du linking, surveiller les concurrents, tout ça, ça te plaît plus. Ça me plaît plus du tout. Par contre, la bourse, les investissements, ça me plaît, quoi. Okay. Donc du coup, je partage ça un peu sur Twitter aussi. Okay. Voilà. Pour ceux qui voudront le suivre, je mettrai le lien de ton Twitter. En ouais, c'est Antoine tu postes Capital. toujours des trucs sympas. Ouais, je parle aussi du Bitcoin. J'ai donné le point bas il y a 15 jours à peu près, 3 semaines, où il fallait rentrer dessus, des choses comme ça. Là, l'euro, je le vois à 1,16. Bon, donc je partage un peu comme ça, et c'est de manière beaucoup plus facile pour moi de le faire. Comme ça, sur un tweet, c'est rapide, je mets un screenshot. Et voilà. Historiquement, tu as été un des premiers, d'ailleurs, tu viens de parler du Bitcoin, tu as été un des premiers à en parler sur YouTube. Ouais, je l'ai vulgarisé. Ouais. Je l'ai vulgarisé à l'époque en 2017, 2016, ouais, avant que ça explose la première fois. C'était sur la chaîne Objectif Eco qui s'appelle maintenant Esprit Argent, où tu passes de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps. Ouais, de temps en temps. J'ai fait une vidéo il y a 3 jours. Ok, bon, on mettra le lien aussi en dessous. Donc du coup, si on doit résumer, maintenant ta vie, ça va être d'essayer d'avoir des revenus les plus passifs possibles, de faire uniquement ce qui te plaît. Ta base, tu vas la garder à Panama et tu vas un petit peu vadrouiller en Amérique latine, mais tu as déjà défini que c'était la zone qui te plaisait vraiment. C'est une zone que je n'ai pas explorée contrairement à l'Asie, donc du coup, l'Argentine, le Chili, c'est des grands pays, donc il faut prendre du temps. Et puis tu te sens un petit peu plus à la maison dans le sens où tu parles la langue. Donc ouais, c'est très facile pour toi, plus facile que dans d'autres pays. Chez. Ça, c'est l'accent argentin. En bas en Argentine. Ouais. Et du coup, est-ce que si on parle d'un horizon un petit peu plus long, comment tu vois ta vie à 20-30 ans par exemple? Est-ce que tu vas continuer à toujours vadrouiller comme ça, ou est-ce qu'il y a un moment où tu te dis je veux rentrer en France par exemple? Non, rentrer en France, pas du tout. J'étais choqué avec ça, tu veux rentrer en France? Non, la France n'a pas d'intérêt pour moi aujourd'hui. Je reviens parce que j'ai encore un peu de famille là-bas, mais sinon, j'ai pas vraiment de raison de revenir en France si c'était pour des amis ou de la famille, quoi. Le style de vie, ce qui est devenu la France aujourd'hui, c'est pas excitant du tout, quoi. Ok. Donc, tu vois ta vie à l'étranger jusqu'à... Ouais, si je devais rentrer dans un pays européen, je pense qu'aujourd'hui, ça serait plutôt l'Espagne, le sud de l'Espagne, parce que c'est un peu plus festif que la France, mais ça fait des années que j'ai pas retourné. Oui, dans 30 ans, moi j'aurai 80 berges, tu veux, donc je ferai peut-être encore des interviews avec toi. En déambulant. Qu'est-ce que tu dis? Va monter le micro. Ouais, je vais continuer à bouger, bouger. Tant que ça me plaît, je vais essayer de faire des choses qui me plaisent, voilà. Ok. Les 30 dernières années. Ok, mais donc du coup toujours une vie internationale jusqu'au bout. Oui, non, pas l'Europe. Pas un retour. Non, l'Europe est pas du tout intéressante aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui te manque d'ailleurs de la France aujourd'hui après 12 ans d'expatriation? S'il y a quelques petits trucs. Bah finalement après 12 ans, il y a rien qui manque, quoi. Ah ouais, carrément. La bouffe. Ouais, la bouffe. Ouais, la bouffe, parce que t'as quand même. En fait, et le vin. Ouais, bon, moi je bois pas d'alcool donc je m'en rends pas compte, mais effectivement on a des bons vins, mais on a des très bons vins aussi au Chili, en Argentine. Ouais, tu les payes 6 fois plus cher, mais à part ça, oui. Okay. Mais ouais, c'est surtout la bouffe que. Ouais, la bouffe. Bon, à part les amis, bien sûr, mais ouais. L'un des trucs que les gens se rendent pas compte, c'est qu'en France, tu vas dans un Monoprix, un Carrefour, peu importe, l'abondance et le choix qu'il peut y avoir en bouffe est vraiment énorme, et ça tu le perds un peu à l'étranger. Il y a très peu d'endroits à travers le monde où tu peux retrouver une telle abondance. Je sais pas, je vais donner un truc tout con. Les jambons. Tu vas au rayon jambon dans un supermarché, t'as 30-40 choix. Ici, tu vas dans un supermarché pour du jambon, il y a combien de choix? Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le même régime alimentaire. Il n'y a rien où il y a 40 choix ici, dans un supermarché. Non. Alors qu'en France, tu vas dans un Auchan, un truc, cheap, un Monoprix. Le niveau de développement est beaucoup plus restreint. Les gens qui ont pas les fins comme on peut l'avoir en Europe. Ce qu'il y a aussi, c'est que les gens qui ont de l'argent, qui peuvent acheter des choses un peu plus qualitatives, il y en a beaucoup moins. Il y en a moins, ouais. Voilà. Et c'est des petits pays, hein, le Panama, on parle de 4 millions d'habitants. Hein. Ouais, et puis il n'y a pas les aides de l'État qui permettent aux gens d'avoir un certain niveau de vie et tout ça. Donc du coup, les gens qui peuvent se permettre ces choses-là, il y en a beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins d'offres aussi. Effectivement. Comme ça. Donc la France, c'est la bouffe. La bouffe qui te manque. La bouffe et le vin. La famille, éventuellement. Ouais, la famille, les amis. Mais sinon, rien de plus, quoi. Non, je vois pas. T'as des paysages magnifiques en France. C'est qu'à chaque fois que j'y vais, je me régale, quoi. Mais t'en as aussi des très beaux ici. Ouais, t'en as aussi de très beaux ici. Donc voilà, tu picores, quoi. Voilà, en gros, tu picores. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de la Thaïlande ou du Costa Rica? Le Costa Rica, non, pas du tout, parce que c'est assez similaire au Panama. La Thaïlande, si tu veux faire un peu la fête, mais encore. Faire la fête, c'est un grand mot parce que finalement, tu vas le faire quelques soirs. Est-ce que tu la ferais tous les soirs maintenant? C'est ça le truc. Non. En Thaïlande, au début, on sortait 6 soirs par semaine, quoi, si tu veux. Donc. Mais là, t'as 10 ans de plus. Et là, j'ai 10 ans de plus, donc en plus, sortir. Sortir pour sortir, ça m'excite plus, quoi. Je préfère faire un talk avec toi, faire une activité sportive ou un truc comme ça, plutôt que ces aspects-là qui m'attirent plus, quoi, si tu veux. Une petite soirée, ça te ferait plaisir. Une fois au chalet, c'est toujours sympa. Une fois au chalet. C'est toujours sympa. C'est vrai que c'est vibrant, ces villes-là. Ouais. Et ici, ça manque un petit peu. Ouais, et puis c'est la facilité. Déjà, à Sukhumvit, on y allait à pied, quoi. On y allait à pied, il y avait 300 000 personnes dans la rue, il y avait des bars de partout, il y
de la musique et tout. Alors qu'ici, tu sors à 11h du soir, c'est mort, quoi. En fait, je suis jamais sorti à Panama. J'ai aucune idée de la vie si tu veux nocturne. T'as été un petit peu à Casco Viejo la nuit Ouais, à Casco Viejo la nuit, mais bon, c'est chiant pour y aller. Il y a des clubs, c'est sympa. Ouais, il y a des boîtes, t'as des bars, t'as des restos. Et ça bouge? Bah, c'est petit, quoi. Ok. C'est petit. Hein. Et puis c'est étriqué, t'as toujours les voitures, t'as les militaires. Enfin bon, c'est pas festif, quoi. C'est pas ce côté enfant foufou qu'il y avait en Thaïlande. Donc globalement, de ce que j'entends, il n'y a pas grand-chose qui te manque à travers le monde et tu es plutôt rempli, tu es plutôt... non, je suis très satisfait ici à Panama. Ok, super. Bon, ça c'est une bonne chose à entendre. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde la thématique de la santé. Comment tu as géré ça sur les 12 années d'expatriation? Est-ce que tu avais une assurance? Est-ce que tu payais de ta poche? Et est-ce que, comme on me le dit souvent dans les commentaires des vidéos YouTube où je parle d'expatriation, expatriation fiscale, de payer moins d'impôts, est-ce que tu fais partie de ces connards qui partent, qui payent pas d'impôts à l'étranger et qui retournent en France se faire soigner? Parce que ça, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe et la plupart des amis à qui j'ai parlé ne retournent pas se faire soigner en France. En fait, quand tu quittes la France, pendant un an, tu es couvert par la sécurité sociale. Donc ça, pendant un an, j'étais couvert. Puis après, j'ai pas pris d'assurance, quoi. Ah, carrément, ok. Comment pendant 10 ans, quand j'ai eu 50 ans. Tu t'es dit là... J'étais gros fumeur, moi, j'étais un gros fumeur. J'ai arrêté plusieurs fois, voilà, ça fait déjà 2 ans que j'ai arrêté, mais j'étais un gros fumeur, quoi. J'ai bien picolé aussi. Donc du coup, je me suis mis à attendre 50 ans à se prendre une assurance. Donc j'ai pris une assurance expat ici, là, c'était $2000 par an, je crois. Je l'ai repris une deuxième année, parce qu'à un moment, c'était pendant le Covid. Et ils te disaient, pour voyager, il te faut une assurance et tout ça. Donc je l'ai repris une deuxième année, mais je voulais pas la reprendre. Et puis la troisième année, je l'ai repris. Donc là, t'es sans assurance? Ouais, sans assurance. Ok. J'ai l'assurance de ma voiture, c'est tout ce que j'ai. Donc si j'ai un accident en voiture, je suis couvert, mais sinon, à part ça, je suis pas couvert. Quand t'es malade, tu vas juste payer un docteur, c'est tout. Voilà. Globalement, dans les pays où tu as habité, c'est vrai que les soins n'étaient pas très chers. Ouais, je me suis fait des implants. Les dents, je payais, je sais pas moi, 2000, 3000, voilà. Ouais, bon, après le reste de l'année, tu payes pas d'impôts. Donc, ouais, je paye pas d'impôts. Et la santé qui est gratuite en France, vous la payez avec 70% d'impôts. Donc finalement, tu t'y retrouves très très bien à payer quelques milliers de dollars à l'année. Ouais, après, si tu as un gros pépin du style cancer ou des choses comme ça, là, ça va douiller, quoi. Ouais. Mais à part ça, je paye, quoi. Ouais, pour les petits bobos du quotidien, ça vaut même pas le coup. Et même dans des pays comme ici, je sais pas comment c'était en Thaïlande ou au Costa Rica, mais par exemple, tu as un rhume, un truc comme ça, moi je vais au pharmacien, je vais pas chez le docteur. Et le pharmacien, en fait, il a un peu un rôle, ça j'avais ça aussi au Maroc, il a un peu un rôle où il va te donner des médicaments qui, en France, je crois pas que tu pourrais les avoir sans prescription. Et là, vous allez dire, voilà, j'ai mal à la gorge, ça me gratte, machin, et il va vous donner les médicaments et ça va beaucoup plus vite. Et ils vous les vendent à l'unité. Je crois que peut-être c'est arrivé en France, je sais pas, mais ça c'est un truc que j'apprécie bien, c'est qu'ils t'en donnent pour ton traitement et tu te retrouves pas avec des boîtes... inutile que l'industrie pharmaceutique se gave. Oui, en France, c'est un business model, si tu veux. C'est remboursé par la Sécu. La pharma adore. On vend des grosses boîtes de 48, même si on a besoin que de 12. Et puis, tout à fait. Voilà, tout le monde est content. Ok, donc santé... Non, je fais rien, j'essaye de pas déconner. Voilà. Donc là, tu as arrêté la clope. La meilleure assurance vie, finalement, c'est d'avoir une vie saine, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que tu essaies de faire, là, en ayant arrêté de fumer. Ouais, j'ai arrêté de fumer, je picole beaucoup moins. Si tu veux, la Thaïlande, c'était le feu, quoi. Donc du coup, ici, c'est un peu une retraite. Donc du coup, tu as beaucoup moins d'activité. Donc voilà, tu prends un verre de vin par plaisir. Tu fais du sport. Moi, je marche tous les jours. J'ai un parc à côté de chez moi, je vais marcher tous les jours. C'est ma manière de finir ma journée, quoi. Voilà, on prend soin de soi, on s'aime, les choses vont bien, quoi. Et si tu avais 25 ans aujourd'hui, quel pays tu choisirais? Parce qu'en fonction de son âge, forcément, on n'a pas les mêmes envies. Je pense que ça détermine beaucoup les endroits qu'on choisit en termes d'expatriation. Quel serait ton choix tout de suite si tu avais 25 ans? La question n'est pas facile, en fait, parce que moi, je suis allé en Thaïlande à 40 ans. Si j'y vais à 25, c'est possible que je me brûle, quoi. Tellement, ça peut être dangereux. Ouais, tellement ça peut être dangereux. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est qu'ils prennent leur baluchon et ils voyagent pendant 1 an ou 2, quoi. S'ils peuvent le faire, qu'ils voyagent pendant 1 an ou 2. Crapahut, ils voient ce qui leur plaît. Ouais, exactement. Parce que tu peux avoir 25 ans et tu veux plutôt avoir un style de vie, surf, nature, choses comme ça, ou d'autres, tu veux brûler, quoi. Donc ça dépend. Toi, 25 ans, il aurait été où? Colombie, Venezuela, des choses comme ça, ouais. Ok. Ouais, l'Amérique latine m'intéresse. Voilà. Donc, je serais parti sur des pays comme ça. Et Panama, je ne serais jamais rentré dans mon radar, quoi. Absolument pas, quoi. Pour venir à Panama, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent et avoir déjà fait beaucoup de choses. Voilà. C'est une base confortable, c'est un coussin confortable, Panama. Mais si tu veux vivre, non. Si tu veux pulser un peu, tu vas en Colombie, tu vas en Venezuela, tu vas en Asie. Il y a des pays que j'ai pas fait en Asie, j'en ferai. Et j'irai au Japon, quoi. Après, Panama, juste pour tempérer, parce que moi j'étais un peu dans cette configuration. J'avais 28 ans, donc j'étais dans ce spectre un petit peu jeune. En fait, je pense que c'est très bien aussi pour monter un business pour les gens qui ont besoin de calme. Moi, je dois beaucoup de mon succès
succès au fait d'être venu ici et de justement ne pas avoir été... C'était dans mes choix, hein. J'avais la Thaïlande et Panama. C'était mes deux choix premiers, ou Malaisie, Kuala Lumpur. Mais ça te correspond plus ici, tout à fait. Oui, et j'ai trouvé une tranquillité, voilà, une bulle, encore une fois, je me répète peut-être avec cet adjectif, mais vraiment un endroit où je me sentais bien pour travailler et ça m'a aidé à monter mes business à un niveau vraiment important. Tu m'as demandé à 25 ans où j'irai, mais ça dépend de qui tu es. De ton profil, ouais, voilà, exactement aussi. Ouais. Je voulais juste tempérer parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous regarder. Il y a une grosse audience de la chaîne qui est 25-35 ans. Encore une fois, si vous avez envie de monter un business, que vous voulez être au calme, Panama peut être super parce que justement, vous n'allez pas être avec des gens qui viennent tout le temps. À Dubaï, j'avais un peu ce truc-là de tout le temps, des amis de passage et tout. C'est une ville de passage, Dubaï. Panama, on n'y vient pas par hasard, tu vois. Non. Même si c'est un hub, mais c'est le hub d'Amérique latine, donc à moins que vous ayez de la famille dans cette zone du monde. Tu viens pas ici. Vous n'êtes pas dérangé. Il y a assez peu de... On va dire que la communauté française, elle n'est pas énorme. Enfin, vous n'êtes pas tout le temps sollicité de choses, etc. Vous avez votre petit groupe d'amis qui sont solides, par contre, qui sont... Enfin, j'ai vraiment des très très bons amis ici que j'ai pas jamais réussi à faire dans d'autres pays. Et c'est très confortable pour travailler. Donc voilà, je voulais juste tempérer un petit peu ce que tu as dit. Ça dépend de votre personnalité, en fait. Pas vraiment de ton âge, mais de ta personnalité. Avec du recul maintenant, si tu devais t'auto-donner un conseil au toi de 20 ans, 25 ans... Barre-toi, vite. Ouais, tu regrettes de ne pas t'être expatrié plus tôt? Ouais, bien sûr. Par exemple, quand à 30 ans, tu t'es dit en train de faire ton inventaire, ça me saoule, tu regrettes d'avoir passé 6 ans de plus? Si tu veux, quand j'étais à la fac, moi j'ai eu ma maîtrise à Aix-en-Provence, maîtrise d'éco, et avec un pote qui parlait espagnol aussi, on était allé voir les résultats, donc on l'avait quoi. Il s'appelait José, il me dit putain, si on partait en Amérique du Sud, comme ça, paf, sac à dos. T'avais quel âge là? 22. Finalement, je l'ai pas fait quoi. Manque de couilles, comme on dit. Et donc, je l'ai pas fait, tu vois, maîtrise, le boulot, les diplômes et tout, quoi, tu vois. Mais moi, je viens d'un milieu, si tu veux, mon père était maçon, si tu veux. Donc, moi, j'étais à la fac, c'était déjà super, quoi. Si tu veux. Donc, t'es limité dans tes rêves, quoi, en gros. T'es limité dans tes rêves. Et du coup, bah, je l'ai pas fait, quoi. Du coup, t'as attendu quasi 20 ans pour partir. Pour partir en expat total, ouais. Après, j'ai fait mon voyage entre-temps, etc. En Australie. Mais quand même, ça, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que quand tu as une envie au fond de toi, tu peux que la retarder. Ça sortira à un moment. Exactement. Donc, ouais, le conseil que tu te donnerais, ça serait de te barrer. Commencer un business plutôt peut-être Ouais, moi, en fait, quand je suis parti, si tu veux, je commençais à gagner ma vie sur Internet, si tu veux. Mais j'étais pas je gagnais pas tant que ça, quoi. Et donc, du coup, bah, tu prends un petit risque. Mais en fait, si tu réfléchis, tu dis, c'est quoi le risque? Tu vas faire le boulot ici en France ou tu vas le faire à l'étranger? Ça change quoi? C'est le même boulot que tu fais. À l'étranger, tu vas payer moins d'impôts, donc tu vas gagner en pouvoir d'achat. Donc pourquoi pas le faire, quoi? T'as peur de quoi? Voilà. En fait, c'est ça, mais c'est un peu inconscient, ces choses-là. Il y a aussi parfois, la vie est parfois bien faite, c'est aussi un cheminement, tu vois. Peut-être que si tu étais parti à 22 ans, qu'est-ce que tu aurais fait, tu vois? Tu serais peut-être retrouvé salarié dans une boîte, tu n'aurais pas eu cette liberté, tu vois, tu aurais été dans une boîte à l'étranger, et peut-être que tu aurais été dans une autre race finalement, mais à l'étranger, et peut-être l'expérience n'aurait pas été la même que quand tu es parti avec le revenu du web, de l'affiliation, tu vois. Les choses arrivent au bon moment en général dans ta vie. Si tu t'écoutes, ça arrive au bon moment. T'es content quand même d'avoir fait l'expérience au champ ou bien sûr. Ne pas l'avoir fait? Ouais, parce que ça, en fait, la grande distribution, c'est une école fantastique. Ça t'a appris quoi? La rigueur pour ton business? La rigueur, la débrouillardise, l'adaptabilité. Ouais. Parce que si tu veux, quand tu sors de la fac, tu penses que les choses tournent quoi, en rond, tout est smooth, quoi. Mais quand tu rentres dans le marché du travail, putain, il n'y a rien qui fonctionne. C'est le chaos total. Ouais, c'est la différence entre le théorique et la réalité. Ouais, complètement. Donc ça m'a appris à me démerder. Et puis avec Auchan, je suis parti ouvrir on s'est associé, Auchan s'est associé avec Comercial Mexicana au Mexique. Ok, donc tu as eu une expérience. Pendant 3 mois, tu allais ouvrir un nouveau magasin à Mexico City, quoi. Ok, cool. Donc je suis parti comme je parlais espagnol. Et donc ça aussi, ça t'a un petit peu confirmé que tu pouvais vivre à l'étranger? Ouais. T'avais même pas besoin de ça? Non, j'avais pas besoin de ça, si tu veux. Mais en fait, je fais pas trop de calculs. Je me laisse porter, en fait. Si tu veux, j'ai jamais acheté d'appartement en France, par exemple. Je me suis jamais endetté. Et quelque part, je pense que moi, j'ai toujours privilégié la liberté. Inconsciemment, mais j'ai toujours privilégié la liberté. Donc, je me suis pas acheté d'appart, je suis pas marié, j'ai pas fait de gosses, des choses comme ça. Ce qui sont des poids pour partir, quoi, si tu veux. Et du coup, moi, quand je voulais partir, je partais, quoi. Et si ça me plaît pas, je me casse. Voilà. Et à refaire, tu serais resté juste 5 ans, par contre, chez Auchan, en gros. Ouais. Tu aurais monté un business beaucoup plus tôt. Ouais, en fait, chez Auchan, j'ai dû faire 9 ans ou 10 ans, donc 1 an de congé sabbatique, donc à peu près 8 ans. Donc, quand je suis revenu du congé sabbatique, je suis resté encore 3-4 ans. Donc, c'est ces 3-4 ans que j'aurais pas dû rester. Ouais, resté. Parce qu'Auchan, c'était confortable. Hein, je veux dire, j'étais tellement bien organisé, je faisais même pas 30 heures par semaine, quoi. Ouais, puis après, tu as des syndicats en interne, tu es invirable. Il y a des mecs qui doivent rester ad vitam là-dedans. Ouais. Puis, tu as un actionnariat qui te rapporte du pognon. Donc, on me cassait pas les pieds parce que j'étais chef de rayon. Donc, il est dans un secteur, enfin, dans 7 ou 8. Donc, le chef de secteur, lui,
arrive à casser les pieds de ceux qui font pas le chiffre et tout ça. Moi, je me démerdais pour faire le chiffre, je ne me cassais pas les pieds, donc c'était royal. Moi, j'étais à Montpellier, donc si tu veux, entre midi et deux, je prenais le vélo, j'allais à la plage, quoi. Je revenais à 16h, enfin bon. J'avais une vie cool, quoi. T'as toujours eu une vie cool, t'as toujours quand même essayé d'organiser ça pour... Ouais, je me suis toujours bien démerdé pour ça. Après, bon, j'ai pas eu beaucoup d'ambition, parce que j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent que ce que j'ai fait. Mais finalement, je suis content de ce que j'ai fait, d'où je suis parti et d'où je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est un super bon mot de la fin. On a pris le temps vraiment de faire ce petit bilan de 12 ans d'expatriation et on termine même sur une conclusion un peu sur ta vie dont tu es content comment elle s'est organisée et j'espère que ça va continuer comme ça, je te le souhaite. Du coup, si on doit conclure cette vidéo, pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur mon Twitter, c'est plus simple. On mettra le Twitter juste en dessous. Voilà, vous me contactez sur Twitter. Ok, très très bien. Et puis pour ceux qui sont intéressés par l'expatriation et qui voudraient le faire dans les meilleures conditions, eh bien sachez que vous retrouverez en premier lien juste en dessous ma formation Offshore Mastery et vous retrouverez du contenu vidéo et un mastermind, donc un groupe d'échange avec des personnes qui sont aux quatre coins du monde et qui se sont expatriées et qui vont pouvoir vous échanger des infos de terrain. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et la communauté, vous retrouverez toutes les informations en dessous et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao Julien, au revoir tout le monde.